T'es-tu déjà demandé pourquoi certains mots, à peine prononcés, peuvent nous transpercer comme une lame invisible? Imagine. C'est tard dans la nuit. Ton téléphone sonne soudainement et à l'autre bout, tu entends une voix basse, tremblante, qui murmure des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. À cet instant, ta confiance, tes certitudes, peut-être même ton estime de toi, vacillent. Qu'y a-t-il réellement derrière ces phrases qui résonnent comme un code secret? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une situation que beaucoup préfèrent taire, mais qui en dit long sur notre nature humaine. Premier point, les premiers mots énigmatiques, ce qu'ils signifient vraiment. Imagine-toi assis, savourant un moment calme, peut-être avec une tasse de thé, lorsque soudain elle apparaît devant toi. Sa voix tremble légèrement et elle prononce quelques mots qui te troublent profondément. Tu te demandes, que signifient réellement ces premiers mots? C'est précisément là que commence notre voyage commun de découverte. Un voyage qui va non seulement te permettre de comprendre, mais aussi de ressentir ce qui se cache derrière ces déclarations mystérieuses. De nombreuses personnes qui se retrouvent dans une telle situation rapportent avoir entendu des phrases d'ouverture très similaires. C'est comme s'il existait un catalogue secret de formules qui reviennent sans cesse. Ce qui est fascinant, c'est que derrière ces mots se trouve souvent davantage qu'il n'y paraît à première vue. Selon une étude récente, environ 40% des personnes concernées réagissent d'abord avec confusion face à ces premiers mots. Ce moment ressemble à un puzzle qu'il faut assembler. Et c'est précisément ce que nous allons faire ici ensemble. Comprendre pourquoi ces premières phrases paraissent si énigmatiques et comment nous pouvons les décoder. Un bon exemple, imagine qu'elles disent quelque chose d'apparemment anodin comme « ce n'est pas ce que tu crois ». Cela semble banal au premier abord, mais en réalité, cette phrase signale souvent de la honte, de l'incertitude ou une tentative de garder la maîtrise du récit. À l'inverse, une phrase franche et honnête aurait pu être « J'ai fait une erreur ». Mais c'est justement cette honnêteté qui fait souvent défaut au début. Il est important de comprendre que ces premiers mots servent souvent de bouclier. Un bouclier derrière lequel se cache la peur, la culpabilité et peut-être même l'inquiétude face à ton jugement. Si tu en prends conscience, tu peux garder ton calme en cet instant, car tu sais désormais, ces mots ne sont pas de simples bruits, mais une tentative de gérer une vérité désagréable. Le véritable sens se trouve donc le plus souvent entre les lignes. Imagine cette situation comme un brouillard dense cachant la scène réelle. Avec un peu de patience et de compréhension, tu verras que ce brouillard se dissipe peu à peu à mesure que tu tentes de saisir les ressorts émotionnels à l'œuvre derrière ces mots. Un conseil, n'écoute pas seulement le contenu, mais prête aussi attention au ton et au langage corporel. Des paroles prononcées à voix basse, un regard fuyant ou le balancement nerveux du pied peuvent te révéler qu'elle-même cherche encore sa réponse intérieure. C'est précisément dans cette incertitude que réside ta clé pour comprendre. Tu es donc face à une énigme, mais tu n'es pas seul. Beaucoup d'autres l'ont vécu et surmonté. Qu'en penses-tu? Partage tes réflexions dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons résoudre ce puzzle et peut-être aussi en apprendre davantage sur nous-mêmes. Deuxième point, les fondements psychologiques. Pourquoi cette amorce revient si souvent? Nous avons désormais vu que ces premiers mots ne sont pas choisis au hasard, mais qu'ils s'enracinent profondément dans les émotions humaines. Mais pourquoi entend-on sans cesse des phrases d'ouverture similaires lorsqu'il s'agit d'avouer un faux pas? Ici, nous entrons dans le domaine fascinant de la psychologie. Souvent,
C'est la peur d'être jugé qui pousse à entamer la conversation de cette manière. Au lieu d'admettre clairement ce qui s'est passé, on tente d'atténuer l'impact des propos ou de les présenter sous un autre jour. C'est comme un mécanisme de défense naturel qui voudrait affronter d'emblée toute la force de ses erreurs. Un fait surprenant. Environ 60% des personnes interrogées admettent n'avoir pas su comment gérer ces amorces au début. Elles ont trouvé ces mots confus, évasifs, voire manipulateurs. Pourtant, il y a souvent moins de manipulation que d'incertitude derrière ces formulations. On trouve de bons exemples dans la vie quotidienne. Pense à quelqu'un qui rentre tard le soir et commence par dire « S'il te plaît, écoute-moi avant de te mettre en colère. » Un exemple moins constructif consisterait à détourner l'attention. « Sais-tu seulement quelle heure il est ?» Alors que la première approche espère de la compréhension, la seconde tente d'éluder le sujet. Ces amorces indiquent d'une certaine manière que la personne elle-même ne sait pas encore comment gérer la situation. Au lieu d'assumer pleinement ses responsabilités, elle avance à tâtons, observe ta réaction et tente de remettre de l'ordre dans ses propres sentiments. Comprendre que ce processus fait partie de la nature humaine peut aider à ne pas juger trop vite. Nous avons tous déjà hésité à énoncer quelque chose de difficile. Nous connaissons tous cette boule au ventre avant de révéler une vérité pénible. Cette compréhension offre aussi une opportunité. En sachant pourquoi ces amorces sont fréquentes, tu peux réagir plus consciemment. Prends un instant pour réfléchir avant de répondre impulsivement. Laisse ainsi la place à une discussion plus honnête et plus profonde. À présent, c'est à toi. Comment réagirais-tu dans une telle situation? As-tu déjà vécu un moment où ces premiers mots t'ont laissé perplexe? Partage tes réflexions dans les commentaires. Chaque contribution nous aide à mieux comprendre ces mécanismes complexes. Troisième point, le message caché, entre prétexte et aveu. Maintenant que nous comprenons pourquoi ces premiers mots paraissent si énigmatiques, il est temps d'approfondir davantage. Sous l'apparence anodine se cache souvent un message secret. Tu te demandes peut-être si cette phrase est plutôt un prétexte ou un demi-aveu. C'est précisément sur ces nuances que nous allons nous pencher. Imagine entendre « J'aurais dû te le dire plus tôt, mais… » Ce « mais » n'est pas anodin. Il dévoile un terrain glissant fait d'incertitudes et de justifications. La personne espère obtenir de la compréhension sans assumer totalement la responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que des études montrent qu'environ 30% des personnes concernées se trouvent dans un état de sidération lorsqu'elles entendent de tels mots. Cet état offre une marge d'interprétation. Est-ce une tentative de dévoiler la vérité par petites doses ou bien un jeu habile sur les mots pour minimiser son rôle? Un bon exemple, une phrase directe et sincère comme « j'ai commis une erreur » serait un aveu clair. En revanche, « je ne sais pas comment c'est arrivé, mais laisse-moi t'expliquer » relève davantage du prétexte visant à garder le contrôle du récit. Cette différence subtile est décisive pour ta compréhension. Le message caché, c'est souvent que la personne a elle-même besoin de temps pour accepter sa faute. Au lieu de tracer une ligne franche, elle oscille entre culpabilité et honte. Cela peut être frustrant, mais si tu comprends que c'est un conflit intérieur, tu pourras plus facilement garder ton calme. Tu peux décoder ces messages en prêtant attention à de petits indices. Un léger hésitation, un regard fuyant, une syllabe mise en évidence. Autant de signaux te permettant de savoir si tu as affaire à une excuse timide ou à un véritable aveu. Lorsque tu perçois cette communication subtile, tu peux interroger plus directement. « J'entends ton incertitude. Peux-tu me dire clairement ce qui s'est passé ?» Ainsi, tu ouvres la voie à plus d'honnêteté et moins d'échappatoire.
As-tu déjà vécu ce moment où tu hésitais entre prétexte et aveu en entendant ces mots? Partage ton expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre à décrypter ce jeu de langage caché. Quatrième point, maintenir une attitude stoïque. Comment réagir à ces propos? À présent, nous savons à quel point ces premiers mots peuvent être subtils et complexes. La question est, comment y réagir? Le défi consiste à ne pas céder à la panique, à la colère ou au découragement, mais plutôt à préserver une attitude qui te fait du bien. C'est là que le principe de la sérénité stoïcienne intervient. Les stoïciens enseignaient que si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous pouvons toutefois maîtriser notre réaction. Lorsque tu es soudain confronté à des informations douloureuses, essaie de faire une pause, de respirer profondément et d'ordonner tes sentiments avant de répondre. Des études montrent que les personnes qui réagissent avec calme dans des situations émotionnellement éprouvantes prennent à long terme de meilleures décisions. Au lieu d'agir impulsivement, accorde-toi un instant pour réfléchir à ce que tu veux vraiment dire ou faire. Pour illustrer, une mauvaise approche serait de crier immédiatement, de lancer des reproches ou des remarques sarcastiques. Un meilleur moyen consiste à demander calmement « Je vois que c'est difficile à exprimer. Peux-tu m'expliquer clairement ce qui s'est passé ?» Ainsi, tu crées un espace pour une communication sincère. Cette approche stoïque ne signifie pas réprimer tes émotions ou tout accepter. Il s'agit plutôt de reconnaître tes sentiments et de les canaliser dans une direction constructive. L'avantage, tu gagnes en clarté et évites les jugements hâtifs. Si tu parviens à adopter cette attitude, tu renforces non seulement ton estime de toi, mais tu montres aussi que tu ne te laisses pas complètement déstabiliser par les circonstances extérieures. Cela peut transformer la dynamique de la conversation, encourageant les deux parties à plus d'ouverture. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais chaque pas vers plus de sérénité peut faire la différence. Si tu réussis à rester calme en ton fort intérieur, tu envoies un message clair. Je suis prêt à écouter, mais je ne serai pas contrôlé par tes mots. Oui. Comment gères-tu ce genre de révélation soudaine? As-tu des astuces pour rester stoïque sans nier tes sentiments? Partage tes réflexions dans les commentaires et trouvons ensemble de nouvelles façons de rester stable intérieurement. Cinquième point, le transfert de culpabilité subtile. Comment savoir si elle te rend responsable? Une fois les premiers mots prononcés, il se peut que tu te demandes soudain qui est vraiment fautif. Parfois, la formulation choisie contient un renversement subtil de la culpabilité. Au lieu d'admettre ses erreurs, la personne essaie de te faire porter la responsabilité. Un exemple classique. Si j'avais su comment tu allais réagir, je te l'aurais dit plus tôt. Cette phrase laisse entendre que ta réaction est la cause du retard de l'aveu. L'action en elle-même est occultée, et c'est ton comportement qui est mis en avant comme problème. C'est un stratagème pour améliorer sa propre image. Les statistiques montrent qu'environ 20% des personnes concernées subissent ces accusations indirectes. Ces attaques déguisées sont particulièrement insidieuses, car elles ne se présentent pas directement comme des reproches. Avec un peu d'entraînement, tu apprendras toutefois à les détecter. Un mauvais exemple de communication ouverte serait « C'est à cause de ta pression constante que je n'ai pas pu être sincère ». Un meilleur exemple « J'avais peur de ta réaction, mais c'était mon erreur de ne pas te le dire plus tôt ». Dans ce second cas, la personne assume sa responsabilité sans te la faire porter.
Si tu remarques ces subtilités dans le discours, tu peux réagir en conséquence. Interroge calmement. J'entends que tu utilises ma réaction comme raison. Ne penses-tu pas que ton acte lui-même a aussi son importance? Ce type de communication directe t'aide à recentrer le débat sur la situation réelle. Au lieu de te retrouver sur la défensive, tu ramènes la conversation sur un terrain plus honnête. Il est important de comprendre ces mécanismes pour ne pas être pris au piège d'un réseau de justification et de faux fuyants. Si tu sais comment fonctionne le transfert subtil de culpabilité, tu peux te protéger et réagir de façon plus objective. As-tu déjà fait l'expérience que quelqu'un tentait de te rendre responsable de manière insidieuse? Partage ton expérience dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons déjouer ces stratagèmes et nous prémunir contre la manipulation. 6e point. Le rôle du langage corporel, ce que ces gestes révèlent. Les mots ne sont qu'une partie de l'histoire. Souvent, le langage corporel en dit plus sur le fort intérieur d'une personne que tous les discours. Lorsqu'elle prononce ses premiers mots mystérieux, il est utile de prêter attention à ces signaux non-verbaux. Les experts estiment que plus de 50% de notre communication est non-verbale. Un léger tic des lèvres, les bras croisés ou un regard fuyant peuvent indiquer qu'elle se sent elle-même incertaine. Ces signes en disent souvent plus long que de longues explications. Un mauvais exemple serait qu'elle dise « Je voulais t'en parler depuis longtemps », tout en détournant le regard, crispant ses mains et s'éloignant de toi. Un meilleur exemple, un regard franc, une posture ouverte et une respiration calme lorsqu'elle s'explique. En observant ces signaux, tu peux déterminer si elle éprouve un regret sincère ou si elle tente simplement de gagner du temps. Le langage corporel est comme une fenêtre sur ses émotions internes. Il t'aide à mieux comprendre la véritable signification de ses paroles. Des études montrent que les personnes qui prêtent attention au langage corporel de leur interlocuteur développent davantage de compréhension pour la situation. Elles réagissent avec plus de sensibilité, créant ainsi une atmosphère propice à un échange plus ouvert. Sois attentif aux variations. Si elle était d'abord calme et devient soudain nerveuse, cela peut indiquer des incertitudes plus profondes. Inversement, une diminution du malaise peut signifier qu'elle commence à avoir plus confiance en la discussion. En intégrant ces indices non-verbaux à ta compréhension, tu peux réagir de manière plus nuancée. Au lieu de te laisser guider uniquement par ces mots, tu peux mieux évaluer ses émotions et poser des questions plus pertinentes. Quelles sont tes expériences avec la communication non-verbale dans des situations difficiles? As-tu déjà découvert quelque chose grâce au langage corporel alors que les mots restaient flous? Partage-le dans les commentaires. Ton expérience pourrait aider d'autres à mieux observer. 7e point. Les émotions cachées, quand tristesse, peur et honte s'entremêlent. Derrière ces premiers mots énigmatiques se cachent souvent des sentiments puissants et entremêlés. La tristesse, la peur et la honte peuvent se déchaîner en silence au plus profond d'elles-mêmes. Ces émotions influencent non seulement ses paroles, mais aussi son comportement et sa perception. Une personne qui doit avouer une vérité douloureuse ressent souvent une déchirure intérieure. D'un côté, elle souhaite se libérer de ce fardeau, de l'autre, elle craint de te blesser ou de détruire l'image que tu as d'elle. C'est ce conflit intérieur qui conduit souvent à des déclarations contradictoires. Selon des études psychologiques, environ 35% des personnes concernées ressentent un profond malaise au moment de faire de telles confidences. Leur voix peut trembler, leurs mains transpirer et parfois des larmes apparaissent. Ces réactions physiques sont l'expression d'une détresse émotionnelle intense. Un mauvais exemple d'approche consisterait à ignorer sa tristesse ou sa peur. Un meilleur moyen est de faire preuve de patience et de lui accorder l'espace nécessaire.
Je vois que c'est difficile pour toi. Prends le temps de m'expliquer ce qui est arrivé. Comprendre que ces émotions font naturellement partie du processus t'aide à ne pas juger trop vite. Tu reconnais que personne ne veut se trouver dans cette situation pénible et tu peux ainsi faire preuve d'empathie sans te perdre toi-même. Cette empathie ne signifie pas pour autant que tu approuves son comportement. Il s'agit plutôt de reconnaître son humanité. Nous avons tous connu la honte ou la peur. Cette base commune peut t'aider à construire des ponts. Si tu constates que la tristesse, la peur et la honte s'entremêlent, tu comprends mieux pourquoi elle ne trouve pas immédiatement des mots clairs et honnêtes. Elle mène une lutte intérieure et ce combat se reflète dans ses propos. As-tu déjà senti qu'au-delà des mots, un tourbillon de tristesse, de peur et de honte s'agitait? Partage ton expérience dans les commentaires. En échangeant, nous pouvons apprendre à mieux gérer ces émotions à l'avenir. 8e point, la vérité derrière la façade. Son conflit intérieur lors de l'aveu. En allant plus loin, nous découvrons un conflit intérieur qui se joue comme un drame silencieux en coulisses. Elle se retrouve face à l'obligation de dire une vérité pénible, inconfortable pour elle-même. Deux forces s'opposent alors, le besoin d'honnêteté et la peur des conséquences. Ce conflit intérieur peut expliquer pourquoi ces déclarations fluctuent, évitent le sujet ou manquent de clarté. C'est comme si elle avançait sur une corde raide entre l'envie de te dire les choses telles qu'elles sont et celle de se protéger. Une étude suggère qu'environ un tiers des personnes qui doivent faire un tel aveu luttent contre des doutes profonds. Leurs pensées tournent autour de cette question. Que se passera-t-il si je révèle tout? Serais-je encore respectée, aimée ou comprise? Un mauvais exemple serait de faire diversion par des accusations bruyantes et des reproches. Un meilleur exemple se manifeste si elle dit « Je sais que c'est difficile, mais je veux être honnête avec toi, même si c'est dur. » En reconnaissant ce conflit intérieur, tu comprends pourquoi elle ne peut pas simplement faire une déclaration claire et nette. Elle cherche les bons mots, à la fois pour admettre sa faute et apaiser sa crainte. C'est un signe qu'elle se confronte réellement à ses actes. Au lieu de focaliser sur le manque de clarté, vois dans ce dilemme une opportunité de compréhension. Plus tu lui montres que tu es prêt à écouter, plus elle se sentira encouragée à faire tomber le masque et à communiquer sincèrement. Ce processus n'est pas simple, mais il peut transformer votre relation. Si elle voit que tu t'efforces de comprendre son conflit, elle sera peut-être plus courageuse pour se montrer authentique. Ainsi, vous créez un espace propice à une véritable entente. As-tu déjà perçu cette déchirure intérieure chez quelqu'un qui devait t'avouer quelque chose de lourd? Partage tes pensées dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre à voir dans ces luttes silencieuses non seulement des difficultés, mais aussi des opportunités. Avant de conclure ce chapitre aujourd'hui, imagine un instant. Comment ta vie changerait-elle si tu parvenais à conserver ton calme intérieur et ta clarté dans une telle situation? Parlons-en dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir ton point de vue, ton vécu, voire tes conseils. Si ces éclairages t'ont aidé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. Cela ne m'aide pas seulement moi, mais aussi d'autres personnes à trouver cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu passionnant à l'avenir. Ensemble, nous avons creusé en profondeur, démêlé certains facteurs cachés et appris à réagir avec plus d'assurance. Maintenant, c'est à toi de t'exprimer. Poursuivons cet échange.